Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme à l'habitude, je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui, hein? 35 ans. Oui, écoute, là, on enregistre l'émission du mois d'avril, mais on est le 18 février, le jour de ma fête. Et comme Guy a dit, j'ai aujourd'hui 35 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de cheveux blancs. C'est que j'aimerais ça avoir 35 ans. C'est blond, très pâle, hein? C'est ça? Ouais, ils sont très, très, très pâles maintenant, mes cheveux. Donc, c'est ma fête aujourd'hui, mais c'est pas la raison pour laquelle on enregistre. Cette semaine, c'est la conférence Kung Fu à Montréal. Ouais. Donc, une conférence de développeurs. Développeurs web, contenu web, beaucoup, surtout PHP. Front-end, JavaScript, tous les frameworks, là, nommez-les un après l'autre, là. Il y a une présentation sur ces frameworks de développement JavaScript ou back-end, là. Toi, Guy, t'as présenté ce matin, justement, sur le développement avec Xamarin. Ouais, c'est ça. Puis j'ai été agréablement surpris. J'avais à peu près 25 personnes, dont la moitié, c'était pas des développeurs .NET. Donc c'est intéressant, là. Moi, je sais que je vais présenter un peu plus tard cette semaine, mais ce qui nous amène à être présentement dans une chambre d'hôtel, à l'hôtel Hilton Bonaventure, justement, où a lieu la conférence, c'est qu'on est dans la chambre d'hôtel de Jean-Luc David. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Salut. Jean-Luc, Guy et moi, nous connaissons bien parce que c'est pas la première fois que tu fais un podcast avec nous. Je pense que c'est ton 4e ou 5e. Oui. Ouais, puis, mais ça fait quelques années là, qu'on n'a pas la chance d'enregistrer avec toi. C'est ça. Puis la plupart du temps, on enregistre dans une chambre d'hôtel en quelque part. Parce que moi, quand j'ai regardais c'est qui les conférenciers, puis forcément, je tombe sur le nom de Jean-Luc, je dis « Yes! » Jean-Luc, ça fait un bout que je l'ai pas vu. Puis je regarde ton sujet, tu fais deux présentations. Une sur le développement avec le langage Swift sur iOS, mais une sur les wearables. Les wearables. C'est ma façon de le dire à la française. Un wearable. Qu'est-ce que tu entends par wearable? Ben, si on était anglophone, juste dire wearable, tout le monde comprendrait. Wearable devices? Dire toutes les bidules qui, à quelque part, qu'on va porter sur soi. OK. Comme par exemple? Ben, un vêtement que tu peux, mais le plus classique là, c'est les bandes qu'on va avoir là pour prendre des pulsations, les montres, okay. les un Fitbit, les Fitbit, un Microsoft Band. Oui, tout à fait. OK, un wearable. Donc, on peut traduire ça en français de quelle façon? J'ai regardé moi du côté de l'Europe comment les gens avaient traduit. Là-bas, ils utilisent beaucoup le terme vêtement connecté. Un vêtement connecté. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours un vêtement. Non, une montre, c'est pas un vêtement, mais c'est un accessoire. Mais on s'entend, c'est quelque chose qui est connecté sur Internet, qui est personnel, que tu portes sur toi et qui peut être utile pour toi. Donc, il y a une grande panoplie de ces équipements-là sont associés au domaine médical, parce qu'il y a quand même facilement 20% de la population qui ont des problèmes quelconques de santé, puis eux, un équipement connecté peut être très utile. Okay. Mais il y en a beaucoup que ça n'a rien à voir avec le médical. C'est plus juste à voir avec un nouveau lifestyle, si je pourrais prendre ça. Puis quand j'ai vu, Jean-Luc, que tu présentais là-dessus, j'étais content parce que ça fait une couple d'années que je devrais en parler, puis bon, l'occasion se présentait pas. Puis là, je me dis, wow! Ça prend quelqu'un qui a travaillé avec. En plus, parce que c'est pas juste nous faire une espèce de survol, c'est que toi, tu vas nous raconter tes projets que tu as fait avec ça. Oui, absolument. Ma perspective sur les wearables, c'est vraiment, si tu regardes l'historique de l'informatique, je pense qu'il y a 4 vagues. La première vague, c'était vraiment les mainframes, les gros ordinateurs qui prenaient toute une chambre pour fonctionner. Puis c'était dans les années 60-70. Puis ensuite, on avait le PC, les ordinateurs, puis Windows qui était vraiment populaire. Donc, c'était vraiment le desktop. Puis présentement, c'est le mobile qui est vraiment populaire, puis ça augmente en popularité. Même dans les pays pauvres, ils ont des
téléphones cellulaires qui sont vraiment intelligents. Dans le mobile, on inclut les tablettes. Donc, c'est pas juste l'iPhone, mais ça peut être un iPad. Ça peut être des iPads, des iPhones, des Windows Phone. Ouais. Puis, vraiment, la prochaine étape, c'est les wearables. Parce que les wearables, c'est pas du mobile. Non, c'est pas du mobile. Je pense que c'est l'évolution du mobile. Ça utilise la technologie sans fil pour communiquer, mais c'est à peu près la seule similarité, en tout cas le seul point de ressemblance qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce qui est intéressant? Si tu regardes les appareils cellulaires dans les années 80, c'était des grosses affaires, des grosses boîtes que fallait que tu transportes, puis ça avait de l'air tellement laid. Et écoute, les premiers, là, t'avais une petite valise, là. C'est donc, ça. T'avais une petite valise d'une main, puis t'avais ton téléphone de l'autre main, là. Puis là, t'avais un fil, là, qui reliait les deux. T'en as eu, hein, toi, Guy, hein, de Non, ça? moi, je me souviens que mon père est un des premiers à avoir eu un téléphone cellulaire, mais dans sa voiture. Ah oui, parce que c'était tellement gros que c'était tellement gros, c'est ça, là. Mais c'était un des premiers, là. Puis ça, c'était impressionnant, là. Puis tout ça. Mais effectivement, c'était énorme, là. C'est ça. Puis moi, je pense que aujourd'hui, on a comme l'iPhone 6 Plus, puis on a aussi des appareils Android. Puis dans 10-15 ans, quand on va regarder au téléphone là, on va se demander, c'est-tu la science-fiction? C'est ça. C'est-tu quelque chose que c'est un appareil vraiment semblable. Gros, hein, je pense qu'on va les trouver gros, on va les trouver épais, puis pas si intéressants. Tu sais, dernièrement, j'ai eu la chance de revoir, tu sais, les portatifs compacts. Les années 80, les premiers portatifs, on trouvait ça beau à l'époque. Maintenant, quand on regarde ça, on dit que c'est une grosse brique, c'était loin d'être esthétique du tout. Hey, mais avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être parler de la bio de Jean-Luc? Ben oui. C'est le modèle classique à l'émission, c'est toujours ça. Puis, une fois sur deux, j'oublie. OK. Qui me ramène à l'ordre en disant... Une fois sur deux, je le rappelle. Faut parler de notre... Mais Jean-Luc, t'as un parcours, je vais dire le mot atypique, parce que t'as pas le parcours classique là, d'informaticien qui a travaillé pour le même employeur 9 à 5 pendant 25 ans. Je peux te donner mon historique dans une minute. Si tu veux l'entendre. Go! Oui. OK. J'ai commencé à 8 ans. J'ai reçu un ordinateur Commodore VIC-20. Puis la plupart des enfants, qu'est-ce qu'ils aiment faire avec un ordinateur comme ça? C'est jouer des jeux. Puis moi, ça m'intéressait pas. Je voulais programmer. Donc, j'ai appris que sur cet ordinateur-là, il y avait un langage qui s'appelle BASIC. Puis je voulais l'apprendre. Mais qu'est-ce que je savais pas? C'est Bill Gates puis Paul Allen qui ont créé ce BASIC-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'était la première année de Microsoft. Et puis, typiquement, Bill Gates aurait licencié la langue à Commodore. Mais parce que c'était la première année, ils l'ont vendu à Commodore pour 70 000 $. La rumeur dit que c'est même Bill Gates qui aurait écrit l'interpréteur BASIC dedans. C'est ça. Ça serait un des bouts de code qui a écrit dans cette... Ah ouais? Donc, même à cette époque-là, j'apprenais le Microsoft. Je ne savais même pas. Puis après, j'ai commencé à apprendre un autre langage. Ça s'appelle Assembly Language en anglais, mais c'est vraiment le langage à très bon niveau des ordinateurs. Puis, il y avait seulement un livre qui était écrit au sujet. Puis c'était un gars de Toronto. Puis je ne le savais même pas. Puis très récemment, j'ai découvert que Jim Butterfield, le gars qui a écrit le livre, allait présenter une conférence Commodore. Donc, j'étais vraiment excité parce que je pense que c'est lui qui représente le gars qui m'a vraiment rentré comme informaticien. Parce que toi, t'es franco-ontarien. Oui. Donc, est-ce que t'es né dans la région de Toronto ou t'étais plus dans le nord? J'étais né dans le nord à Timmins. À Timmins, hein? Ouais. Donc, puis, en tout cas, t'as des racines en Ontario. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de parenté au Québec, puis la plupart ont venu du Québec en Ontario, de Val-des-Bois. Là, c'est le fun que tu fasses l'effort de parler en français parce que dans ta vie, tu parles plus si souvent que ça en français. C'est vrai. Parce que tu es toujours en... En tout cas, la technologie se passe en anglais. Oui. Mais nous, on te force à ressortir ton français des boulamites. Des boulamites. Donc, continue ton histoire. OK. En tout cas, donc, juste avant la conférence, Paul est décédé, malheureusement. Oh. Donc, j'ai pas eu la chance de lui rencontrer. Mais il y avait une belle conférence avec sa famille, puis ils ont fait une belle présentation pour démontrer toutes les choses qu'ils ont faites en vie, puis c'était vraiment touchant.
Donc, en tout cas, j'ai appris ce langage-là. Puis ensuite, mes parents ont dit, « Hey, notre enfant aime les ordinateurs. On va l'acheter quelque chose de plus puissant. » Donc, ils m'ont acheté le Commodore 64. Ouh! Puis j'avais un modem avec. Donc, 24 heures sur 24, il y avait des appels qui rentraient dans mon modem pour des personnes qui voulaient se connecter avec moi parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc, c'est moi qui avais bâti. Tu as créé ton propre BBS à l'époque? C'est ça. J'avais mon propre BBS. Puis ça rendait mes parents fous. C'est la ligne téléphonique que tu as toujours occupée. Parce que, oui, en tout temps, ils ramasseraient la ligne, puis tu pouvais entendre le grincement du modem. Donc, qu'est-ce que je faisais? À chaque soir, je dépluguais tous les téléphones dans la maison. Puis ensuite, j'allais dans le sous-sol, puis je jouais sur mon BBS. Puis à chaque matin, mes parents se réveillaient, essayaient de faire un appel téléphonique. Le téléphone était mort. Là, ils voyaient que c'était déplugué, donc ils pluguaient dans le mur, puis soudainement, ils entendaient le ils commençaient à crier. Jean-Luc! Jean-Luc! Ferme ton BBS! Donc, ça a continué jusqu'à la fin de l'école secondaire, puis je m'ai rendu compte que Ça, on est dans la fin des années 80 à ce moment-là. Ah non, début. 90? Ah, même avant ça. Ah oui, donc ouais, même, plus... C'est ça. Fin des années 80. Ouais, parce que Commodore 64, c'est même avant le PC. Le PC est arrivé en 1982. C'est vrai. C'était cher à l'époque. Là. C'était 9 000 vraiment cher. Donc, à cette époque-là, j'ai dit, si je continue dans les ordinateurs, je vais jamais sortir avec une blonde. Donc, j'ai quitté les ordinateurs et l'informatique à 100%. Puis j'ai rentré en musique. Donc, je m'ai joint à une blues band. J'ai travaillé dans un magasin de disques à Toronto, Sam the Record Man, qui est vraiment populaire. Sam, oui. J'ai même enregistré une chanson qui est devenue vraiment populaire, sa radio. Puis, j'ai fini par travailler dans une compagnie qui relève des redevances pour les artistes musicaux autour du monde, comme Bryan Adams puis Shania Twain. Puis, à un certain point, l'équipe informatique, ils ont dit, Jean-Luc, t'es vraiment bon en informatique, là. Tu devrais nous joindre cette fin de semaine. On va installer Windows 3.1. Ça va être le fun. On va avoir de la bière puis de la pizza. Puis finalement, j'ai dit OK. Puis je commençais à sortir avec la personne qui allait devenir ma femme. OK. Donc, durant ces fins de semaine-là, ils ont dit, pourquoi tu travailles cet autre job? Tu es un informaticien, joins notre équipe. Donc, à ce point-là, j'ai commencé je m'ai joint à l'équipe IT, puis je commençais à faire des backups des serveurs, puis je réparais des imprimantes, puis recouvrir des mots de passe, puis toutes ces choses-là. Puis c'est à ce point-là, dans les années 90, au début, c'était le début de l'Internet. Ouais. Donc, pour $100, je baptisais des sites web pour la famille puis des amis. Ça, tu as fait ça pendant plusieurs années. Là. Toute la fin pendant quelques années, c'était ta façon de gagner de la vie, c'est que tu faisais des sites web. J'ai quitté la compagnie, puis j'ai bâti ma boîte. Puis j'avais 20 consultants qui travaillaient pour moi. Wow! Puis j'avais des contrats avec Sony, puis American Express, puis Microsoft en plus. Wow! Donc, c'est même à cette époque-là ou à la fin de cette époque-là que tu as commencé à écrire tes premiers livres? C'est ça. C'était mi-chemin dans cette époque d'une période de 11 ans. Parce que tu as écrit des livres plus sur le développement web. Ça, c'est fin des années 90. Ouais. Nous, on ne te connaissait pas du tout à cette époque-là. Non. On est en train de connaître dans les années 2000 parce que là, tu as complètement encore bifurqué, tu as lâché comme le développement web. Tu t'es intéressé à un outil pour faire de la programmation qui s'appelle Microsoft Team Foundation Server. C'est ça. Puis là, tu as été pendant plusieurs années, tu as écrit 2-3 versions de livres. Puis ça t'a même amené à te joindre à l'équipe de Microsoft dans les années 2000. C'est vrai. Donc, la prochaine étape, c'est je m'ai joint à l'équipe Microsoft à Toronto, puis c'était 2006-2008, puis j'étais évangéliste. Donc, il fallait que je fasse l'évangélisation de Vista, qui était vraiment intéressant. Essayer de convaincre aux développeurs d'utiliser le Vista. C'était plus plaisant de faire des présentations sur WPF, puis Indigo, tout ça. Ça, c'était les belles technologies. C'était intéressant. Mais Vista, c'était moins. C'était un défi.
En tout cas, on continue. Donc, juste, à l'époque, tu étais pour Microsoft Canada. Oui, tu as fait le saut, tu es allé même à Microsoft à Redmond, directement au Head Office. J'ai eu une promotion, puis j'ai devenu chef évangéliste. Donc, je gérais 1200 évangélistes autour du monde. Puis, j'étais à peu près à 5 niveaux de Steve Ballmer. Ouais. Puis, à cette époque, c'était incroyable. J'ai appris tellement de Microsoft parce que j'étais dans le système circulatoire de Microsoft, dans le cœur de Microsoft, en fait. Ouais. Mais la vraie belle expérience que tu as vécue dans ces années-là, c'est que tu as été à quelques occasions notre invité au notre podcast. Ah oui! Combien? Un peu d'humilité. Ouais. Puis, donc, puis à un moment donné, tu fais l'aventure Microsoft, ça termine. Après 4 ans, j'ai décidé, OK, j'ai eu mon expérience Microsoft, c'était parfait pour moi. Puis j'ai déménagé à Montréal. Parce que toi, dans l'âme, t'es un entrepreneur. C'est ça. Vraiment, là, si le profil que t'es quelqu'un qui aime bâtir des choses, mettre sur pied des choses. Puis donc, t'es venu à Montréal, puis là, tu voulais créer tes propres startups. C'est ça. Et, pour différentes raisons, avec la femme, tout ça, vous êtes retourné sur Toronto. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'ai joint au Page Jaune. Ah oui, c'est vrai, t'as été entrepreneur avec eux autres? Oui. Puis j'étais devenu, je gérais l'API puis l'équipe mobile. Puis ensuite, après avoir fait ça pour 1 an, j'ai déménagé à Toronto. J'ai devenu CTO d'une agence digitale. Ouais. Puis on baptisait des applications pour des boîtes comme Netflix puis Disney, toutes des boîtes de médias. Puis c'était vraiment, des applications second screen, donc des applications qui correspondent avec ce que tu vois sur une télévision. Okay. Ouais. Puis je sais que à ce moment-là, tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui était localisation. Oui. Les Foursquare, ces choses-là. Donc, j'ai fait une entente avec Foursquare puis les Pages Jaunes. C'était vraiment intéressant. J'ai dépensé beaucoup de temps à New York avec les fondateurs de Foursquare. Donc, après 1 an et demi à travailler dans cette boîte-là, j'ai décidé... j'avais bâti une application qui était intéressante. Tu prends une photo du visage d'une personne, puis tu peux recevoir toutes les coordonnées de la personne. Donc, ça utilisait le facial recognition pour provenir toutes les informations. OK. Ça fait peur, ça. Ça pourrait faire peur, oui. Mais on a paru sur CNN puis beaucoup des médias, puis c'était assez bien. Mais après 1 an et demi, j'ai décidé que je voulais sortir puis devenir consultant puis travailler sur des projets intéressants. Puis c'est à ce point-là que j'ai vraiment rentré dans les wearables puis j'ai commencé à bâtir beaucoup d'applications mobiles sur Android puis iOS. Tout un parcours, en tout cas. Tout un parcours. C'est ça. Et puis nous, on te voit ici à cette conférence-là parce que dans ce parcours-là, à tous les années, tu fais au moins 3-4 conférences où tu es speaker. Ça fait partie aussi de ton implication dans la communauté, entre autres. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans plusieurs différentes communautés. Tu sais, c'est pas comme, mettons, nous, on a une reconnaissance Microsoft MVP, mais on va être plus associé à une communauté de développeurs Microsoft. Parce que toi, tu es vraiment comme une abeille qui, tu vas être wearable du côté Java avec Android. Après ça, tu peux être Swift puis Apple. Ouais. Puis, donc, t'es vraiment pas dans un écosystème, mais t'es dans plusieurs écosystèmes. Je trouve, je spécialise pas vraiment dans une technologie. J'aime l'écosystème des startups. Donc, je dépense du temps avec eux autres. Puis, il y a plusieurs technologies que c'est comme un parapluie de technologies de toutes sortes. Donc, je vois des événements pour .NET, puis je vois des événements pour n'importe quoi. Ouais. Écoute, ça fait, comme Guy dit, un bon parcours. Donc là, nous, si très rapidement, j'ai brossé un peu un portrait de ce qu'on entendait par wearable. Pourquoi, moi, tu sais, je me souviens la première fois que j'ai vu les fameuses bandes, qu'on peut mettre à notre poignet. Là, je dis, moi, je cache pas très ça. C'est-à-dire que, tu sais, la question se pose sur pourquoi c'est important. Qu'est-ce qui fait que les gens vont adopter les vêtements connectés ou les équipements connectés? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de ta question. La première, c'est que de plus en plus, les gens veulent avoir l'information aussi vite que possible. Puis,
si tu veux retirer de l'information dans ton téléphone, il faut que tu le débarres. Il faut que tu vas dans l'appli qui correspond où ce que tu veux retirer l'information, ton courriel, Twitter, je sais pas trop quoi. Puis ça prend des étapes pour rentrer, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Avec des wearables, surtout comme quelque chose comme Google Glass, tu reçois les informations immédiatement devant tes yeux. Puis c'est quelque chose que je pense que les gens veulent. C'est l'accès direct, instantané de l'information de ce genre-là. Mm-hmm. Donc ça, c'est un élément. Ou même une montre. Même une montre, c'est ça. Une montre, c'est ça. En fait, la montre en tant que telle est toute seule, elle fait absolument rien. Oui. Il faut qu'elle soit liée à un téléphone. Puis normalement, c'est lié via Bluetooth, je pense. C'est ça. Puis ensuite, elle reçoit des notifications du téléphone. Donc, si je veux, par exemple, savoir quand je reçois un tweet, un courriel, quand c'est l'heure de me lever pour partir du bureau, c'est sur ma montre que je reçois ça. Oui. Mais c'est à l'origine toujours du téléphone. Mais l'affaire, ça va pas toujours être ce cas-là. Ah! Ça, c'est le futur. C'est le futur. Mais présentement, Présentement, la technologie n'est pas là encore pour avoir une montre qui est si puissante que ça. D'après toi, qu'est-ce qui manque? C'est la consommation de puissance. Je pense que c'est la consommation de puissance. C'est exactement Pourquoi ça. il se connecte à ton téléphone? C'est parce qu'il consomme moins de puissance puis les batteries sont pas... Oui. Ben, t'as entendu dans les nouvelles, Apple Watch, ça dure 4 heures. Ouais. Donc, c'est 4 heures. Ben, d'ailleurs, moi, tu sais, tu parlais tout à l'heure de Google Watch. Bon, Google, la fameuse lunette Google. Glass. Ouais, Google Glass. Les lunettes Google. Google a annoncé cette année qu'il mettait terme à ce projet-là parce que socialement, ça n'a pas été accepté. C'est-à-dire que la technologie peut être intéressante, mais il y a un autre facteur qu'il faut tenir en compte, c'est que les gens vont accepter une technologie s'ils se sentent confortables avec, puis là, ben, porter des lunettes, le fait que ça enregistrait tout le temps, en tout cas, ça n'a pas eu l'essor qu'on pensait. Là, les gens se disent, Apple offre maintenant la montre parce qu'il y a des projets de montre. Mais au niveau de Google, Google a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle version, là. Donc, je suis pas complètement d'accord avec toi. tu dis pas, toi, selon toi, Google n'a pas lancé la serviette. Non. Donc, ce qui est arrivé, c'était vraiment un projet bêta, puis j'étais un des premiers participants dans ce projet. Puis l'idée, c'était vraiment de voir si tu pouvais porter un appareil comme ça, puis ça pourrait devenir une partie de ta vie. Puis on était vraiment chanceux qu'on ait eu la chance d'utiliser un appareil qui n'existe pas, c'est quelque chose du futur. Puis d'essayer d'inventer des scénarios ou trouver les scénarios, que c'est vraiment intéressant. Puis depuis que la sortie de ces lunettes-là, il y a plusieurs startups qui ont sorti avec des lunettes qui sont plus avancées par rapport à la fonctionnalité. Donc, je pensais pas que c'était vraiment le but de Google de sortir avec ces lunettes-là puis que ça soit l'affaire qu'ils vont sortir avec. C'est vraiment... pas un produit fini, là. C'est un produit test, là. C'était un test, vraiment. Okay. Puis... Mais ça n'a pas été vendu comme ça au début, là, parce que c'était pas donné, là. Ben, il était pas certain c'était quoi encore. OK. Parce que c'est combien? C'était 1500 $. 1500? Ouh! Oui. OK. Fait que les gens comme toi qui en ont acheté un, oui. Là, est-ce que tu peux continuer de t'en servir? Oui, je peux continuer de m'en servir. OK. Mais c'est juste que Google va pas supporter ce produit-là. Ce produit-là. OK. Mais mon point, c'est bien beau, la technologie permet de faire des choses, mais est-ce que les êtres humains vont l'adopter? Ça reste à prouver. Est-ce que la montre que Apple vont lancer prochainement, puis qui va avoir juste 4 heures de temps de vie sur sa batterie, est-ce que ça va vraiment être adopté? Bon, il y a beaucoup de gens qui disent oui, parce que des montres, c'est quand même quelque chose c'est un produit que des gens portent, même si c'est pas électronique. C'est en plus, c'est un bijou. C'est un bijou. Ouais. Donc, mais c'est peut-être pas 100% de la population, mais il y a un pourcentage de la population qui va vouloir adopter ça. Puis là, bon, il y a aussi l'attraction d'Apple, parce qu'il y a des gens qui suivent la marque Apple, donc ils vont probablement en acheter un, même s'ils n'auraient pas acheté ça il y a 3 semaines, mais quand ça va sortir, ils vont dire, ça va être prêt parce qu'Apple l'offre. Oui. Mais, je reviens à ma question de base. Qu'est-ce que ça donne de plus comme être humain, outre le fait que tu as un accès plus rapide à l'information, mais tu sais, ça me semble pas, je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais
c'est-tu le killer app, voir plus vite que d'ouvrir ton téléphone puis de regarder? Tu sais, ça prend l'espèce de... si tu regardes les jeunes, là, présentement, là, ils ont tout le temps les yeux rivés sur leur téléphone. Ils lâchent pas. Ils lâchent jamais, là. Okay? Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre... Donc, eux autres seraient toujours rivés sur leur montre? Non, pas nécessairement. C'est que ça permettrait puis là, tu me corrigeras si je me trompe, Jean-Luc, mais ça leur permettrait de garder leur téléphone dans leur poche, puis d'avoir des notifications, puis de regarder à leur poignet quand il y a des nouvelles qui arrivent. Je me fais l'avocat du diable. Franchement, je sais pas, moi. Souvent, quand je pense que quelque chose ne marchera pas, ça fonctionne. Donc, faut pas se fier à moi pour essayer de prévoir, mais je me pose juste la question, est-ce qu'il va y avoir une adoption si frénétique qu'on a vu, par exemple, l'adoption du iPhone? L'iPhone, ça a été vraiment majeur en quelques années. Tu avais des millions et des millions d'utilisateurs. Là, je ne sais pas pour les équipements connectés. Tu sais, toutes les fameuses... si on oublie la montre pour 2 secondes, mais on prend juste les bandes. Je pense entre autres aux produits de Microsoft Band. Il y a aussi Fitbit. Oui. Donc, ça aussi, c'est comme un mix d'une montre avec des senseurs pour collecter l'information sur toi. Oui. Donc, j'ai plusieurs réponses pour toi. Jean-Luc, lui, il me regarde un peu avec un sourire en disant « T'as beau être sceptique, tu sais, mais ça va quand même devenir la 4e plateforme la plus importante. » Qu'est-ce qui est intéressant à propos de l'iPhone? Ça devient un appareil vraiment personnel pour les gens. Ça devient une partie de leur lifestyle, de leur personnalité. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est très personnel. Je trouve que avec les wearables, c'est vraiment plus personnel. Tu le portes sur toi, c'est du linge, c'est puis comme Guy disait, ça devient un bijou même. Ça devient un bijou, tu le portes à chaque jour, tu sors de la douche, tu mets ton wearable, puis c'est très personnel. Puis ça peut provenir des informations que tu n'aurais jamais eues dans le passé. Donc, mais là, le type d'informations que tu peux ramasser, par exemple, ces senseurs-là vont être capables de prendre tes pulsations, ton taux de... En tout cas, collecter beaucoup d'informations, puis te montrer des graphes sur, quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu dors pas. Donc, ils peuvent tous détecter ça. Oui. Mais encore là, qu'est-ce que je ferais avec ça? Si je suis malade puis j'ai besoin, je peux voir, mais en tout cas, moi, je suis pas comme... Tu sais, le même matin, je me dis pas, ça m'en prend un parce que je veux absolument avoir un graphe de quand est-ce que je dors, quand est-ce que je dors pas. Okay. Je sais quand est-ce que je dors. Donc, quand tu regardes à la perspective de n'importe quelle technologie, il y a toujours les débuts des technologies. Oui. Puis, pour les wearables, on est au début. On est au V1. Donc, il y en a des scénarios où ce que tu dis, c'est pas si intéressant que ça, mais si tu as un wearable qui commence à ramasser toutes tes données par rapport à ta santé, puis la prochaine fois que tu es malade, tu l'emmènes au docteur, puis le docteur peut voir du point de vue scientifique qu'est-ce qui se passe, puis il dit, sais-tu quoi, je pense que tu vas avoir une attaque de cœur dans 2 semaines. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi une perspective que les gens veulent... Il y a plus d'informations scientifiques par rapport à leur lifestyle, puis qu'est-ce qui se passe avec eux. Pas seulement au niveau de la santé, mais aussi qu'est-ce qui se passe avec leurs finances, qu'est-ce qui se passe avec tous les événements qui se passent dans leur vie. Donc, il y a une technologie que Google a sortie qui s'appelle Google Now. Puis, ça regarde à ton calendrier, puis te dit, même avant que tu as besoin de voyager, quand tu dois partir, puis si la température est mauvaise, puis prends l'auto tout de suite, parce que sans ça, tu vas manquer ton vol. Ton vol est en retard. Il te donne les informations même avant que tu as besoin de les avoir. Puis c'est intéressant ça, parce que ce que tu ferais normalement, c'est que tu irais à ton ordinateur, tu irais sur le site de la compagnie d'aviation, puis tu disais, est-ce que mon vol est à l'heure? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce que j'ai mes sièges qui sont réservés? Là, tu as tout ça sur ta montre. La façon que je comprends, c'est le fameux vêtement connecté ou l'équipement connecté, ça devient plus comme un assistant personnel. C'est très personnel, c'est très privé à moi, et ça devient
un peu comme une extension, un assistant qui peut me guider en disant, oublie pas, t'as un rendez-vous, t'as ci, t'as ça à faire. Il y a quelqu'un qui veut me contacter, il va me notifier, il va pouvoir regarder. Mais comme un téléphone, présentement, comme un téléphone intelligent. Mm-hmm. Sauf que il va être plus petit. C'est ça. Éventuellement, ce qu'on peut penser, c'est que la montre va être le téléphone aussi dans le futur. C'est pas dans le futur, il y a plusieurs téléphones qui sont des montres. Déjà. Ouais. Mais on s'entend à ce moment-là que l'interactivité va probablement se faire plus par la voix que par le toucher. Mm-hmm. Parce que avec une interactivité par le toucher, on est toujours limité à un téléphone de 4, 5, 6, en tout cas, j'allais dire en pouces. En pouces. C'est combien en centimètres? En tout cas, 10 c'est centimètres. quelque chose comme Parce qu'il faut que tu aies assez d'endroits pour que ton doigt puisse presser. Puis là, ces équipements connectés-là, c'est vraiment beaucoup plus petit. Là, on parle de choses qui sont 3-4 centimètres sur ton bras. Faut pas que ce soit trop pesant, parce que sinon, ça sera pas plaisant. Donc, à quelque part, ou comme tu disais, ça peut être attaché avec des lunettes pour que tu puisses, avec tes yeux, interagir. Mais, donc, à ce moment-là, c'est vraiment l'interface par la voix qui va être l'élément clé pour ça. C'est pas seulement la voix. Donc, on est habitué à taponner sur un clavier. Ouais. On est habitué à glisser nos doigts sur de la vitre. Mais les technologies wearables, qu'est-ce qui est intéressant, c'est tu peux avoir toutes sortes d'interactions qui sont vraiment naturelles. Donc, avec la voix, ça pourrait être avec le mouvement des yeux, ça pourrait être avec tout simplement le mouvement de ton corps. Il y a toutes sortes de moyens d'interagir avec la télévision. Et aussi le mouvement de ta main dans l'espace. Ta main dans l'espace, c'est vrai. Parce qu'on a vu dans Microsoft, quand il a annoncé le HoloLens il y a un mois maintenant, c'est aussi de la réalité augmentée, parce que à quelque part, je disais, c'est un assistant personnel, mais associé à ça, on va être aussi un peu comme dans une réalité augmentée. La réalité autour de nous va être augmentée par un petit côté virtuel qui est soit surtout si ça utilise tes yeux, donc là, tu peux voir des choses en 3 dimensions. Mais aussi, en tout cas, le HoloLens, lui, est capable de détecter tes mouvements. Oui. Donc, quand tu parles des wearables, surtout pour les lunettes, il y a 3 niveaux. Le premier, ça s'appelle un HUD. Donc, c'est vraiment une vue des données devant toi. Puis c'est Google Glass, ils ont ça. Comme les pilotes d'avion. Comme les pilotes de chasse, là, ont toute l'information là, qu'ils ont besoin là, directement dans leur visière. Puis quand si tu as déjà vu le film Terminator, c'est exactement ça. Donc, le Google Glass représente cette technologie. Donc ça, c'est comme un premier niveau d'interactivité avec la vue. Oui. La deuxième, c'est la réalité augmentée, comme tu l'as indiqué. Puis il y a une paire de lunettes qui sort de Toronto qui est vraiment intéressant. Ça s'appelle le Meta. Et puis, il y a un gars qui est un professeur à l'Université de Toronto qui a inventé les wearables. C'est lui, dans les années 60. Puis il est considéré le père des wearables. Son nom, c'est Steve Mann. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a une histoire assez intéressante à propos de lui. Il a implanté des lunettes comme Google Glass dans son cerveau. Donc, c'est permanent. Puis, il a été en France. Puis, il a rentré dans un McDonald's. Puis, les personnes à McDonald's, les employés, ont dit, s'il vous plaît, il faut que tu enlèves cet appareil-là, parce qu'on ne permet pas de filmer dans un McDo. Ouais. Donc, le gars, il a expliqué, « Hey, c'est permanent, je peux pas l'enlever, ça fait partie de ma tête. » Et puis, ils l'ont attaqué. Donc, il a tout filmé ça, puis il a rentré en cours. C'est vraiment intéressant. Il a perdu. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les wearables, il y a une étape qui vient après ça. Ça, c'est l'implantation de la technologie dans le corps. Mais là, toi, tu fais une distinction, parce que souvent, les gens vont parler qu'après la réalité augmentée, tu as vraiment la full réalité virtuelle, comme le Oculus Rift, où est-ce que là, tu es vraiment comme dans un autre monde. Puis ça aussi, c'est tout un potentiel pour des jeux, puis le cinéma et tout. Mais il y a vraiment... Il y a tout un spectre. Oui. Puis...
avec des enjeux sociaux. C'est ce que tu racontes Oui. en France, c'est un enjeu social. Les gens se disent, moi, je veux pas que tu me filmes. Oui. Puis il a même perdu ce monsieur-là en cours parce que légalement, les gens ont dit, mais c'est défendu de filmer. Oui, puis il y avait des endroits aux États-Unis, je pense, où les gens, quand ils voyaient quelqu'un avec des Google Glass, qui l'attaquaient là, pour filme pas, là, puis... Ben, ça revient à ta question au début, là, socialement, qu'est-ce qui est acceptable? Là, présentement, c'est peut-être il y a un peu de friction. Mais... Ben, les gens deviennent de plus en plus sensibles à ça. Là. Quand tu as Samsung, il y a une semaine ou deux, il y a des médias qui disent faites attention, quand vous êtes dans votre salon et que vous parlez, votre télévision Samsung vous écoute. Puis donc, faites attention à ce que vous dites. C'est comme, comment ça, ma télévision m'écoute? Mais elle me le dit pas, là. Il n'y a pas comme une espèce de signal qui dit je suis live, là, je suis en train d'enregistrer tout le temps. Elle capte tout le temps tout, puis c'est tout envoyé par Internet. Là, tu fais comme... Mais pourquoi qu'ils font ça? Ça fait partie comme de leur modèle de collecte d'informations. Puis je sais pas, à mon avis, je sais pas c'est quoi le modèle d'affaires, parce que quand j'ai lu ça, j'ai fait comme « Oh my, c'est pas bon pour Samsung. » Mais là, eux autres, leur façon de sortir, c'était de dire « Ben, on vous le dit que ça fait ça. » OK. Donc... Ouais. Ben, tu t'as envie de dire, je peux-tu au moins juste le désactiver? Ouais. Puis là, on parle qu'ils écoutent, mais il y a des télévisions qui vont aussi filmer, puis vont être capables de filmer à 300, donc tu es capable de voir beaucoup. Donc... Ouais, j'ai lu en quelque part là, qu'on est à peu près à 10-15 ans là, pour ceux qui ont écouté déjà Star Trek, là, Next Generation, là, le fameux holodeck, là, on est à peu près à 10-15 ans là, de cette technologie-là. Là. J'avais entendu d'un appareil qui te filmait en tout temps. Je pense que ça s'appelait le Kinect. Oui, tout à fait. Effectivement. Il filme en tout temps. Puis là, ben, tu vas croire que ton fournisseur qui dit, ben moi, je ramasse pas cette information-là, puis je l'envoie pas quelque part. Mais encore là, les gens sont pas assez connaisseurs en technologie pour valider que c'est vraiment vrai, que l'information n'est pas relayée ailleurs. Donc... Là, on a parlé d'une couple de gadgets, de bidules comme la Kinect, là, qui sont pas des wearables. Jean-Luc, toi, tu as travaillé avec plusieurs types d'équipements, comme des petits circuit board, là, circuit électronique. Ça s'appelle un Arduino. Un Arduino, oui. Donc, je peux te donner des exemples de plusieurs projets que j'ai travaillé dessus. Oui. Un des projets, j'ai descendu à San Francisco pour un événement qui s'appelle The Y Combinator, qui est c'est une boîte où ce qui fait l'incubation des startups. Et puis, ils ont fait comme un hackathon par rapport au hardware. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de participer, puis je voulais bâtir quelque chose qui s'appelait le Body API. C'était vraiment c'était une manche qui pouvait détecter ton pouls puis ta température. Puis en plus, il y avait des buzzers dessus. Donc, le concept, c'était un API que tu pouvais retirer de l'information, mais aussi pousser de l'information dans le corps. Okay. Le concept, c'est, disons que tu as faim, puis ta température commence à baisser. Donc, l'application ou l'API pourrait t'avertir que tu devrais faire quelque chose en t'envoyant des buzz pour te laisser savoir. Donc, on a gagné premier prix pour les wearables. Ouais, c'était le fun. Ça, on monte à quoi? C'est il y a 18 mois, 24 mois à peu près? Cet événement-là? Ouais. C'est un an passé. Un an, donc un an à peu près. Donc, le Y Combinator, qui est une conférence, un événement qui est annuel, je pense. C'est pas un événement, c'est une place où qui choisissent des startups pour faire joindre. Puis, ils vont à travers toute une éducation par rapport à devenir un startup. Okay, c'est quelque chose qui se passe dans Silicon Valley. C'est ça. OK. Puis, à la fin du compte, ils reçoivent des fonds. OK. Intéressant. Donc là, tu as travaillé là-dessus. J'ai travaillé là-dessus, puis avec une équipe. C'était vraiment le fun. On était entourés de toutes sortes de développeurs, puis des hackers qui voulaient bâtir des choses. Un autre projet que j'ai travaillé dessus, c'est un projet pour Google Glass, les lunettes de Google.
Et puis, c'était pour aider les inspecteurs industriels, puis surtout les personnes qui travaillent sur les pôles de hydro. Les poteaux, les poteaux électriques, là. C'est ça. Donc, quand tu grimpes ces poteaux-là, t'es pas vraiment supposé de sortir ton téléphone ou un calepin ou quelque chose comme ça. Donc là, si c'est un Google Glass, t'as les mains toujours libres. C'est ça. Parce qu'il y a des lignes dessus là, de toi que tu pourrais te faire électrocuter. Ils sont mortels. Ils sont mortels, ou tu peux tomber, puis il y a toutes sortes de scénarios. Faut que ton attention soit tout le temps portée sur la sécurité. Donc, tu peux pas avoir un calepin, prendre des notes et des choses comme ça. C'est clair. Mais de quelle façon un Google Glass Donc, comment ça marche? C'est avec la voix. Donc, tu peux prendre des notes, tu peux commencer à enregistrer du vidéo, puis faire tout ce que tu as besoin de faire sans te mettre en danger. Ah, intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première personne qui a essayé mon logiciel, c'était le prince Charles. Wow! Est-ce qu'il était en haut d'un poteau électrique? Non, il n'était pas dans un poteau électrique. Il était quoi? Il était en visite au Canada? Oui, il était en visite à Winnipeg. Dans un incubateur pour les startups. Et puis, il y a plusieurs photos qui étaient prises du prince, puis une des photos est apparue dans Time Magazine. Donc, nice. J'ai une photo du prince Charles qui essaie mon logiciel dans Time. Cool. Voilà. Donc, ça t'a permis d'expérimenter beaucoup avec les Google Glass. Oui. T'as aussi expérimenté à créer ton propre matériel? C'est ça. Donc, il y avait un certain point, j'ai décidé d'aller à San Francisco pour participer à un autre hackathon. Donc, tu peux voir un thème que j'aime ça, aller au hackathon. Ouais. Puis, juste avant d'y aller, j'avais un ami que quelqu'un avait brisé. Ben, il est rentré dans son automobile, puis il a volé son iPad, puis il a tout brisé ses fenêtres. Puis, à un certain point, il m'a dit, il devrait avoir une solution pour aider aux personnes quand tu te fais violer vraiment ton automobile. Tu dois être averti ou il doit avoir quelque chose. Puis, il y avait même l'OnStar, puis ça l'a pas déclenché. Donc, quand j'ai arrivé à San Francisco, j'ai été au hackathon, puis j'ai décidé, sais-tu quoi, je vais prendre un Raspberry Pi, qui est un autre appareil semblable à Arduino. Ouais. C'est un microcontrôleur. Puis, je voulais bâtir un système d'alarme pour des automobiles. Donc, je l'ai bâti dans 24 heures, je l'ai présenté, puis TechCrunch, qui était le commanditaire de l'événement, ils ont fait une vidéo de moi, puis on a un article sur le projet. Donc, j'ai reçu beaucoup de requêtes des experts autour du monde de sécurité qui disaient « Oui, on a besoin de ça, je peux-tu participer? » Toutes sortes d'intérêts. Donc, à ce point-là, je m'ai joint à un incubateur à Toronto qui s'appelle Incubes. Puis, durant une période de 4 mois, j'ai bâti le produit. Puis, ce qu'on a utilisé, c'est des imprimantes 3D. On a utilisé de l'Arduino puis des senseurs. C'était vraiment intéressant. Ça, c'est des choses que tu viens de faire là, dans les derniers mois. Oui. Puis, donc là, tes plans à moyen long terme, c'est de continuer ça ou... Qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti avec le système d'alarme sur Indiegogo, mais malheureusement, on n'a pas pu ramasser les fonds qu'on avait besoin pour le projet. Donc, le projet meurt dans l'œuf. Peut-être pas. On ne le sait pas encore. OK. Puis, à côté de ça, tu fais aussi du développement pour les mobiles, beaucoup. C'est ça. Donc, ça serait quoi la grosse différence pour la partie programmation? Là? Si on programme, beaucoup de nos auditeurs vont être familiers maintenant à développer pour le mobile. Donc, quand on veut développer pour les wearables, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que tu as toujours t'es sur un PC, puis t'es en remote pour être testé, puis tu as des émulateurs, ou comment ça fonctionne? La manière que ça fonctionne, c'est pas vraiment la même chose du tout. Si tu regardes le montant de mémoire qu'un wearable a par rapport à un... C'est pas beaucoup. Hein? C'est pas beaucoup. Puis aussi, l'écran, des fois, est très petit. Puis des fois, il n'y a même pas de couleur. Donc, il faut prendre ça en considération. Puis la raison étant
que ça peut pas consommer tant d'énergie que ça, Non. parce que ça te prendrait une grosse batterie, puis là, ben, ça serait pas plaisant à porter. Ça Donc, serait c'est pas encore un la wearable. consommation d'énergie qui est le problème. Oui. Fait que disons pour si je voulais développer par exemple pour je sais pas là un appareil Motorola avec la montre là, comment ça s'appelle la montre Le 360. le 360. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour développer des applications là-dessus? C'est assez facile. Premièrement, tu as besoin d'acheter la montre. Ouais. Deuxièmement, tu peux... T'as besoin d'acheter la montre parce qu'il n'existe pas vraiment d'émulateur. Tu vas, Il y a il y a un émulateur dans le PC. un aussi. émulateur. Mais ça, tu veux quand même le voir rouler sur un vrai... Il y a pas de comparaison comment ça a de l'air dans un émulateur ou sur un appareil. Mais le fonctionnement, puis tout. Donc, je recommande beaucoup d'acheter Donc, t'achètes l'appareil. l'équipement. C'est ça. T'achètes l'équipement. Souvent, les environnements de programmation sont gratuits. C'est ça. Donc, tu peux obtenir Android Studio, qui est 100% gratuit pour bâtir des applications. Tu as besoin d'une connaissance du Java. Puis ça, c'est si tu veux, tu ciblerais, par exemple, Motorola qui utilise Android en arrière comme plateforme. Oui. Pour les développeurs qui viennent du monde Microsoft, ben là, tu sais, si tu t'en vas du côté iOS, ça veut dire qu'il faudrait que tu te mettes à faire soit du Swift ou du Objective-C pour programmer. La fameuse montre là, le iWatch. Si tu veux aller vers du Android, Apple Watch. si tu veux aller vers du Android, là, c'est du Java. Est-ce que l'offre de Xamarin, qui eux offrent la capacité de pouvoir programmer en C#, puis après ça, de cibler ces plateformes-là, est-ce qu'elle devient pas intéressante pour les développeurs Microsoft? Elle pourrait devenir intéressante. Présentement, il n'y a pas de solution pour bâtir des applications pour les wearables. Mais dans le futur, je suis pas mal certain qu'ils vont lancer ça. Je pense qu'ils ont annoncé quelque chose, un SDK ou quelque chose là, Ouais, qui pour permettrait la montre de l'Apple Watch. Ouais, c'est Okay. ça. C'est ça. Donc, Et parce pas, que eux, ils ont toujours ciblé beaucoup le monde iOS en premier parce qu'il y a des grosses parts de marché aussi. Ouais, c'est ça, mais pas pour les tout ce qui est Android. Là, il faut vraiment passer là, par Android Studio là, puis Java. Là. Oui. C'est outils. Mais l'affaire, c'est que si tu connais le C#, c'est autant facile d'utiliser le Java. Là, c'est semblable. Ouais, puis je te regardais tout à l'heure présenter, là, j'avais jamais vu là, l'environnement Android Studio. Là, puis écoute, c'est semblable. C'est le même principe, les IDE de développement, là, présentement, là. Ça ressemble tous un l'autre, Oui. là. Fait que c'est juste d'apprendre les particularités de chacun, là, puis je regardais le langage aussi, là. Mais là, aujourd'hui, les exemples que tu as donnés, c'est beaucoup des produits plus verticaux. Donc, tu sais, parce que on n'a pas encore comme une plateforme universelle qu'on pourrait dire, ben là, il y a des millions d'utilisateurs. Apple aimerait faire ça. Apple aimerait devenir un peu comme ils ont fait avec l'iPhone. Non, mais on commence, là. C'est tout nouveau, ces produits-là. Pense encore au cellulaire des années 80. Ouais. C'est-tu les personnes ordinaires qui avaient ce cellulaire, non? Pas du tout. Pas du tout. C'était des boîtes. Sauf qu'aujourd'hui, tu sais, le cellulaire des années 80, ça a pris quasiment 30 ans avant qu'il arrive juste à commencé à être un peu plus utilisé. Puis, si on regarde, c'est plus comme fin des années 2010 avec l'iPhone que vraiment, là, il y a eu une grosse lancée pour l'apparition du smartphone. C'était long parce que l'avancée des innovations était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Moi, je lisais dernièrement que de 2000 à 2015, en 15 ans, il y a eu la même quantité d'innovation que la totalité des innovations entre 1900 et 1999. C'est-à-dire, le dernier siècle, si tu calcules toutes les innovations qu'il y a eu, donc les changements technologiques pour les individus, on vient d'avoir dans les 15 dernières années le même niveau. L'équivalent. Puis là, eux autres, ils disaient que dans les 7 prochaines années, c'est-à-dire que d'ici 2021-2022, on va avoir la même quantité d'innovation que ce qu'on vient de voir dans les 15 dernières années. C'est pour ça que, tu dis, ouais, on est encore c'est encore très embryonnaire, les wearables, mais à mon avis, ça va arriver assez vite parce que la technologie, elle évolue rapidement. Je suis 100% d'accord. Puis regarde tous les gens là qui ont qui sont des Apple fans là, qui ont leur téléphone iPhone.
Là, ils changeront peut-être pas là, tout de suite pour la prochaine génération, mais ils vont sûrement être tentés par le Apple Watch. Ça va être quelque chose de nouveau qu'ils vont pouvoir pairer avec leur téléphone. Qu'est-ce qui est intéressant? J'ai été contacté par plusieurs banques, puis des compagnies d'avions, puis toutes sortes de boîtes, les plus grosses boîtes au monde pour bâtir des applications Apple Watch. C'est donc, ça. Il va y avoir beaucoup d'applications. Parce que ces grandes compagnies-là, ils veulent pas, ils veulent être les premières aussi à offrir leur application. C'est une question de marketing aussi, de prestige. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport aux développeurs. Quand que l'iPhone a sorti, il y avait des applications qui ont sorti immédiatement quand l'iPhone était apparu. Puis ils sont devenus les premiers sur le marché. Ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils étaient le premier. Là, on a une chance avec les wearables d'être un des premiers à rentrer dans le marché. C'est intéressant parce que si tu regardes une application dominante comme Runkeeper, peut-être sur les téléphones, c'est intéressant. Puis la compagnie a pu s'établir comme une compagnie qui est forte pour ce genre d'application. Mais sur les wearables, peut-être qu'il y a une autre compagnie. Mais eux, c'est sûr qu'ils vont essayer de sortir avec quelque leur... chose, c'est sûr. Mais peut-être que quelqu'un va trouver quelque chose d'autre avec les sensors puis faire quelque chose d'intéressant qui pourrait déplacer d'autres compagnies. Donc, c'est super intéressant. Parce qu'il n'y a pas juste les wearables. Là. Il y a tout ce qui pourrait avoir des senseurs, puis éventuellement, il va y avoir des senseurs partout. Le fameux IoT, là, Internet of Things. Ouais. On va acheter, je sais pas moi, on va acheter un pot de fleurs, puis il va être connecté sur Internet. Je sais aussi que ça existe déjà. Ouais, pour dire, rappelle, il faut que tu arroses tes fleurs, là, tes plantes. Il y a un kit, tu peux aller sur ThinkGeek, puis tu mets un appareil dans ton pot de fleurs, puis il tweet quand il y a besoin de l'eau. Mais ce que je pense aussi qu'il y a une promesse intéressante pour le futur, c'est les fameux beacons que Apple ont aussi défini le standard, qui est essentiellement de pouvoir avoir une espèce de petit bidule qui peut communiquer à courte distance. Donc, toi, ça te permet, tu peux acheter ça aujourd'hui, ça coûte quand même peut-être quelques dollars chacun. Mais dans le futur, ça va devenir peut-être quelque chose qui va coûter quelques sous. Puis donc, tu pourrais en mettre un dans ton auto, un au chalet, puis donc ton wearable ou ton téléphone pourrait détecter « Ah, je suis dans l'auto » parce qu'il sait qu'il est à 3 pieds, là, lui. Puis là, à ce moment-là, quand tu es dans l'auto, ben le comportement, par exemple, peut-être tout ton environnement s'adapterait en conséquence que dans l'auto, tu aimes ça avoir le contrôle vocal, tu ne veux pas utiliser tes doigts et tout. Donc, quelque chose encore plus personnalisé en fonction du lieu. Les bidules sont pas chers. C'est comme $5 par bidule. Ouais. Puis tu peux les acheter. Qualcomm, ils ont des paquets de ces beacons-là qui sont vraiment intéressants. Une des applications, c'est bon pour des musées. Donc, tu pourrais en mettre un à chaque dinosaure. Puis quand tu approches vers le dinosaure, ça pourrait te donner les informations. Mais la bidule, elle fait rien vraiment. Tout ce qu'il fait, ça indique qu'il est là. Puis c'est vraiment l'application qui est smart, qui reconnaît qu'il y a une bidule autour d'eux autres. Puis c'est ça qui déclenche les informations. Ça vient pallier au fait que le GPS, c'est pas si précis que ça. Tu n'es pas capable d'être au mètre près. Tandis que là, avec ça, tu es capable de pouvoir... surtout à l'intérieur, quand tu es dans un édifice. Ce qui est intéressant, c'est que Google, il y a une technologie qui permet de reconnaître si tu es vraiment prêt. Même à l'intérieur, ça s'appelle Skyhook. Puis qu'est-ce qu'ils utilisent, c'est les réseaux Wi-Fi. Donc, ils regardent à la puissance de tous les réseaux, puis ça crée une signature pour une place en particulier. Puis ensuite, ils rattachent ça à une location. Donc, Skynet, tu disais. Skynet, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu en compétition avec les beacons Non, c'est quelque chose qui est arrivé même avant les beacons. Donc, je pense avec une combinaison de beacons, puis ça, puis d'autres technologies, ça pourrait être vraiment intéressant de reconnaître tout ce qu'on est. Donc, en tout cas, c'est un domaine en évolution. Oui. Puis comme tu as dit,
On est vraiment au premier balbutiement. C'est nouveau. Et, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut, on peut acheter et puis on peut, on n'est pas obligé d'acheter la fameuse Apple Watch là, qui va être combien, 300, 350 $, quelque chose comme ça. Modèle va être même on peut acheter un petit board Raspberry Pi, par exemple. Puis ils ont sorti un nouveau modèle là, présentement. Puis Microsoft a annoncé que Windows 10 allait rouler là-dessus. Ouais. Gratuitement. Gratuitement, ouais. Ça. Puis ça, c'est quoi? C'est 35 US? C'est, quelque chose comme ça? J'en ai trouvé pour 25 à 30 $. 30 $ à peu près. Ouais, c'est un 30 PC sur un petit board c'est ça. Ça, c'est le Raspberry Pi que je parlais avant. De 10 cm par 10 cm. C'est ça. Mais ça, c'est à portée de tout développeur. On peut acheter ça, puis bidouiller, puis faire des... faire des choses. Ouais, faire plein de choses. Ça fait que ça va être intéressant, ça, dans le futur. Écoute, Jean-Marc, on te remercie beaucoup. Merci. Ouais, ça a été super intéressant. J'espère que tu vas apprécier. T'es encore ici quelques jours à Montréal. Oui. Je pense la chaleur ici à Montréal au mois de février. Poutine. Ah, la poutine. Ça, c'est une façon de se réchauffer. La vraie poutine. La vraie poutine. Ben nous, écoutez, l'émission va être présentée au mois d'avril, donc il va faire déjà un peu plus chaud à Montréal. Puis, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, puis on va vous revoir au mois de mai. Moi, je suis en train d'organiser là, pour faire des enregistrements intéressants parce que je vais aller à San Francisco. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais restez connectés. Salut. Bye bye. Merci.